ton frère est né pour réussir. Toi, tu es né pour nous faire honte, ont dit mes parents devant toute la famille. J'ai répondu calmement, alors il pourra racheter votre maison après la saisie. Plus personne n'a dit un mot. Je dois vider mon sac. Et honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. Peut-être le barbecue. Oui, commençons par là. Alors, mes parents ont organisé leur fête nationale annuelle l'été dernier. Hamburger, épis de maïs, la terrible playlist de mon père. Vous connaissez la musique. Toute la famille vient, tante, oncle, cousin, tout le monde, et chaque année, sans faute, cela se transforme en le spectacle de François et Denise, avec leur enfant prodige, mon frère aîné, Christophe. Petite présentation, je m'appelle Benoît, j'ai 32 ans. Je dirige une petite entreprise de gestion immobilière. Rien d'extravagant. J'achète des propriétés résidentielles en difficulté, je les rénove, je les loue. J'ai commencé à 19 ans avec ma licence immobilière et un pick-up qui passait à peine l'inspection. Je n'ai pas fait d'études supérieures. C'est la partie que mes parents n'ont jamais digérée. Christophe, en revanche, a fait une bonne école, a obtenu son master en finance et travaille dans la finance d'entreprise. Il porte des costumes qui coûtent plus cher que ma première voiture. Il a épousé Sophie, qui, j'en suis presque sûr, a une alerte Google réglée sur son propre nom. Ils vivent dans une grande maison en banlieue avec une piscine qu'ils utilisent peut-être 3 fois par an. Sur le papier, Christophe est tout ce que mes parents ont toujours voulu. Moi, je conduis un pick-up de 2017 avec une bosse sur le haillon. Je vis dans un modeste appartement de 3 pièces près du centre-ville que j'ai rénové moi-même. Ma petite amie Marion et moi cuisinons la plupart des soirs et regardons n'importe quelle série policière qu'elle aime. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas à Lyon. Je ne possède pas de blazer. Pour mes parents, cela signifie que j'ai échoué. Donc, nous voilà au barbecue. Peut-être 40 personnes déambulant dans le jardin. Mon oncle Gilles, le frère cadet de mon père, électricien à la retraite, le meilleur gars de la famille. Il est assis avec moi à l'une des tables pliantes, mangeant de la salade de pommes de terre et se plaignant de l'Olympique de Marseille. Des choses normales. Puis mon père se lève près du barbecue avec une bière à la main et commence son numéro. Il fait ça chaque année. C'est comme un toast, sauf que c'est en fait une publicité de 15 minutes pour Christophe. Christophe vient d'être promu à nouveau. Vice-président régional de quelque chose. Sophie fait un travail incroyable avec l'association caritative locale. Il rayonne. Ma mère est à côté de lui, hochant la tête comme si elle regardait une conférence inspirante. Je n'écoute même plus. Je regarde la poitrine de bœuf. Mais ensuite mon père se tourne vers moi et dit « Et Benoît ?» Eh bien, Benoît fait toujours sa petite affaire de location. Petite affaire de location. Je possède 14 logements répartis sur 6 propriétés. Je dégage plus de 200 000 € par an de revenus nets. Mais bien sûr, petite affaire de location. J'ai juste souri et dit « Oui, je continue ». Cela aurait dû être la fin. Mais Christophe, et ça, c'est du Christophe classique. Il se penche vers Sophie, assez fort pour que la table entende, et dit « Quelqu'un devrait lui dire que faire des flips ce n'est pas une carrière. C'est une phase. » Sophie a ri. Ma mère a ri. Quelques cousins ont eu l'air mal à l'aise. Oncle Gilles a posé sa fourchette. J'ai continué à manger. Puis ma mère l'a dit. Et regardez, elle a dit des variations de ça toute ma vie, mais jamais aussi directement et jamais devant toute la famille, ton frère est né pour réussir. Toi, tu es né pour nous embarrasser. Silence total. Même Christophe a eu l'air un peu surpris. Pas coupable, surpris. Comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle dise la partie qu'il fallait taire à voix haute. J'ai regardé ma mère pendant environ 3 secondes. Puis j'ai regardé mon père. Puis j'ai pris une gorgée de ma boisson et j'ai dit très calmement, « Alors il pourra racheter votre maison après la saisie. » Personne n'a dit un mot de plus. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis juste levé, j'ai dit à oncle Gilles que je l'appellerais plus tard, et je suis allé à mon pick-up. Marion était déjà sur le siège passager. Elle était allée chercher quelque chose dans la voiture et avait manqué toute la scène, mais elle a pu voir à mon visage que nous partions. Maintenant, je sais ce que vous pensez.
Qu'est-ce que cela signifiait? Saisie? Ses parents perdaient-ils leur maison? Oui, ils la perdaient. Et ils ne le savaient même pas encore. Mais voici la partie qui me fait encore tourner la tête. Ils ne la perdaient pas à cause d'une banque. Ils ne la perdaient pas à cause d'une société anonyme. Ils la perdaient à cause de moi. Pas exprès, pas parce que je l'avais planifié. Je dois expliquer comment j'en suis arrivé là, car croyez-moi, l'univers a un sens de l'humour très particulier. Environ 8 mois avant ce barbecue, mon entreprise a acquis un portefeuille de créances immobilières en difficulté. C'est quelque chose que j'avais commencé à faire l'année précédente, achetant des lots de crédits immobiliers en défaut ou proches du défaut auprès de prêteurs qui voulaient s'en débarrasser. Vous achetez le titre à un prix réduit. Ensuite, vous travaillez soit avec le propriétaire pour des conditions modifiées, soit, au pire, vous passez par le processus de saisie et reprenez la propriété. Ce n'est pas glamour, mais c'est une vraie affaire. Ce portefeuille particulier contenait 43 prêts. Principalement de petites sommes. Je l'ai acheté à une banque régionale qui faisait le ménage après une fusion. Mon avocat s'est occupé de l'acquisition. Mon responsable de bureau a organisé les dossiers et j'ai commencé à les examiner un par un. Je suis arrivé au dossier numéro 31 un mardi après-midi. J'ai ouvert le dossier, scanné l'adresse et j'ai senti tout mon corps se glacer. C'était la maison de mes parents, la maison où j'ai grandi, la maison où ma mère venait de me dire que j'étais né pour l'embarrasser. Leur crédit immobilier était en retard de 6 mois. Ils devaient 340 000 € sur une propriété valant peut-être 290 000 €. Ils avaient refinancé 3 fois au cours des 7 dernières années, retirant à chaque fois des capitaux propres. L'historique des paiements était un désastre. Paiements sporadiques, partiels, multiples frais de retard. J'ai fermé le dossier et je suis resté assis dans mon pick-up sur le parking pendant 45 minutes. Je n'ai rien dit à personne. Ni à Marion, ni à oncle Gilles, ni à mon avocat. Je suis juste resté là, essayant de comprendre comment mes parents, qui avaient prêché la responsabilité financière pendant toute mon enfance, étaient surendettés sur une maison qu'ils possédaient depuis 35 ans. Il m'a fallu environ une semaine pour comprendre où était passé l'argent. Et quand j'ai compris, j'ai eu envie de vomir. Donc, après avoir trouvé le crédit immobilier de mes parents dans ce portefeuille, j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose ne colle pas. J'ai tiré les registres, 3 refinancements en 7 ans, chacun plus important que le précédent. Le premier, il y a environ 7 ans, a retiré 60 000 €. Le deuxième, il y a 4 ans, encore 85 000 €. Le troisième, et c'était le gros, a eu lieu juste 18 mois avant que j'achète le portefeuille. Ils ont retiré 120 000 € et ont tout intégré dans un nouveau crédit immobilier sur 30 ans à un taux qui m'a fait pâlir. Cela fait 265 000 € de refinancement en espèces sur une maison qui était presque entièrement remboursée. Maintenant, mes parents ne sont pas riches, mais ils ne sont pas pauvres non plus. Mon père a travaillé dans la gestion logistique pendant 32 ans. Ma mère était secrétaire scolaire. Ils avaient des pensions, la sécurité sociale. La maison aurait dû être libre de dettes maintenant. Alors, où est passé le $250 000? Je n'ai pas eu à chercher très loin. La réponse était Christophe. J'ai commencé à le remarquer dans les relevés bancaires joints au dossier de prêt. De gros transferts vers un compte que je ne reconnaissais pas. Je ne pouvais pas voir le titulaire du compte bénéficiaire, mais le calendrier correspondait parfaitement aux grands événements de la vie de Christophe. L'apport pour sa maison, le SUV de Sophie, un investissement commercial qui, d'après la date, coïncidait avec l'achat par Christophe d'une participation dans une start-up qui n'a rien donné. Les frais de scolarité pour un programme de formation exécutive. Mes parents finançaient le style de vie de Christophe depuis des années. Et chaque fois qu'il manquait d'argent, ils refinançaient la maison pour en obtenir davantage. Restez avec moi, car ça empire. Environ une semaine après le barbecue, j'ai reçu un appel d'une de mes locataires, une femme nommée Déborah, qui louait un appartement de 2 pièces dans l'une de mes propriétés du côté est. Bonne locataire, toujours payée à temps, ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit qui ne soit pas légitime. Elle semblait nerveuse au téléphone. Elle a dit, « Benoît, je ne veux pas causer de problème, mais quelqu'un est passé au bâtiment la semaine dernière pour poser des questions sur vous. » Ma première pensée fut un inspecteur municipal ou quelque chose comme ça. Je lui ai demandé quel genre de questions. Ils ont demandé si j'étais satisfaite de la gestion,
si j'avais déjà eu des problèmes, si je connaissais personnellement le propriétaire. Ensuite, ils ont dit quelque chose à propos du fait que le bâtiment pourrait changer de main bientôt et que je devrais probablement commencer à chercher un nouvel endroit. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Qui était-ce? Une femme. Elle a dit qu'elle était une amie de la famille du propriétaire. Blonde, belle voiture. Elle avait l'air vraiment très soignée. C'était Sophie, la femme de Christophe. J'ai remercié Déborah, lui ai dit que rien ne changerait absolument et qu'elle devait m'appeler immédiatement si quelqu'un revenait. Puis j'ai raccroché et j'ai appelé mes autres locataires. 2 d'entre eux avaient des histoires similaires. Un gars, Marc, a dit qu'un homme correspondant à la description de mon père s'était présenté à son logement et lui avait carrément dit que le bâtiment était vendu et qu'il devait chercher un autre appartement. Marc avait en fait commencé à faire ses cartons. Il était à 2 semaines de déménager. Je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai juste fixé le mur pendant longtemps. Mes propres parents et la femme de mon frère allaient dans mes propriétés pour dire à mes locataires de partir. Ils essayaient de faire couler mon entreprise. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'ils pensaient probablement qu'ils aidaient. Dans leur esprit, si la petite affaire de location de Benoît s'effondre, il abandonnera enfin et ira travailler pour Christophe. Il trouvera enfin un vrai travail. Il cessera enfin de les embarrasser. Cette nuit-là, Marion m'a trouvé sur la véranda arrière, buvant une bière et ne disant pas grand-chose. Elle s'est assise à côté de moi et a attendu. Elle est douée pour ça. Elle ne pousse pas. Après environ 10 minutes, je lui ai tout raconté. Le crédit immobilier, les refinancements, les locataires. Sophie se montrant à mes immeubles. Elle n'a rien dit de dramatique. Elle a juste dit, « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai dit, « Je ne sais pas encore. » Elle a dit, « Si, tu sais. Tu ne veux juste pas le faire. » Elle avait raison. Le lendemain matin, j'ai appelé oncle Gilles, je suis allé chez lui, une petite maison de plein pied bien rangée avec un atelier dans le garage où il restaure de vieilles radios. Je lui ai tout raconté, chaque détail. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui est inhabituel pour Gilles. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit, « Ton père est stupide depuis longtemps, mais ça, c'est un nouveau niveau. » Ça empire, ai-je dit. Christophe a raconté aux gens que je lui devais de l'argent. C'était quelque chose que j'avais entendu de seconde main d'une cousine qui s'en voulait. Apparemment, Christophe avait raconté à la famille élargie qu'il y a des années, quand je débutais, il m'avait prêté 15 000 € pour m'aider à démarrer mon entreprise et que je ne l'avais jamais remboursé. Ce prêt n'a jamais eu lieu. Pas 1 euro, pas 1 centime. J'ai lancé mon entreprise avec 8 000 € que j'avais économisés en travaillant dans une quincaillerie et un petit prêt commercial d'une coopérative de crédit. Christophe n'a jamais contribué d'un seul centime à ma vie. Mais il racontait cette histoire aux gens depuis des années, et mes parents la soutenaient à chaque fois. Le visage d'oncle Gilles s'est durci quand je lui ai raconté cette partie. Il a dit, « Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Ils construisent une histoire. Si ton entreprise échoue, c'est qu'elle était vouée à l'échec parce que tu es irresponsable. Et si elle réussit, c'est grâce à l'aide de Christophe. Dans tous les cas, Christophe gagne. » Il avait raison. Toute la narration familiale était truquée contre moi. Gilles s'est penché en avant et m'a regardé droit dans les yeux, « Tu as le crédit immobilier. Tu as des preuves de leur harcèlement envers tes locataires. Tu as Christophe qui ment sur un prêt. Qu'est-ce que tu attends exactement? Je n'essaie pas de les détruire, Gilles. Personne n'a dit détruire. J'ai dit te protéger. Il y a une différence. Je suis rentré chez moi et j'ai sorti le dossier. Le crédit immobilier de mes parents, en retard de 6 mois, posé sur mon bureau comme une grenade. Je ne voulais pas dégoupiller, mais je commençais à réaliser que l'ignorer ne protégeait personne. Mes parents se noyaient et ils ne savaient même pas qui tenait la corde. Christophe les saignait à blanc tout en me pointant du doigt et en disant que j'étais le problème. Et maintenant, il s'en prenait à mes locataires, à mes revenus, à ma subsistance. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un email à mon avocat. Objet, situation familiale, besoin de conseils sur 3 points. Puis je les ai énumérés, le crédit immobilier que je détenais, le harcèlement des locataires, la fausse allégation de prêt. Mon avocat a répondu en moins d'1 heure. Sa réponse contenait 2 phrases, c'est plus compliqué qu'une affaire client normale.
Venez au bureau demain. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'étais en colère. J'étais au-delà de la colère. J'essayais de trouver comment faire la bonne chose alors que toutes les options me semblaient mauvaises. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Christophe allait prendre la décision à ma place. Mon avocat s'appelle Édouard Dupont. La cinquantaine, ancien conseiller bancaire, il ressemble à un entraîneur de football de lycée qui aurait accidentellement fait des études de droit. J'ai travaillé avec lui depuis que j'ai commencé à acheter des propriétés. Il n'est pas dramatique. Il ne fait pas de discours. Il vous dit juste où vous en êtes et ce qu'il en coûtera pour avancer. Je me suis assis en face de son bureau et j'ai tout exposé. L'acquisition du portefeuille, le crédit immobilier de mes parents qui s'y trouvait, les refinancements, Christophe, les visites chez les locataires, l'histoire du faux prêt, tout. Édouard a écouté, a pris quelques notes, puis a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. À quel point tenez-vous à rester dans cette famille? Je n'ai pas répondu tout de suite. Il a levé la main. Je ne suis pas philosophique. Je demande parce que cela change la stratégie juridique. Si vous voulez préserver la relation, nous gérons ça d'une certaine manière. Si vous en avez fini, nous gérons ça d'une autre manière. Mais quoi qu'il en soit, vous devez d'abord protéger votre entreprise. Je veux protéger mon entreprise, et je ne veux pas être celui qui saisit la maison de ses parents. Édouard a hoché la tête. Alors, voici ce que nous allons faire. Premièrement, l'ingérence des locataires. Édouard a dit que ce que mes parents et Sophie avaient fait était une interférence délictuelle classique. Ils sont allés voir mes locataires, ont déformé la situation et ont essayé de les pousser à rompre leur baux. Dans le cas de Marc, ils ont presque réussi. Édouard a rédigé des lettres de mise en demeure à mes parents, ainsi qu'à Christophe et Sophie, mais je lui ai demandé de ne pas les envoyer tout de suite. Je voulais d'abord des preuves documentées. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai discrètement contacté chaque locataire de mon portefeuille, pas seulement ceux qui avaient été contactés, mais tous. Je leur ai dit que je faisais un suivi de routine et j'ai demandé si quelqu'un avait été approché par des tiers concernant leur bail ou l'immeuble. Au total, 4 locataires avaient été visités, 3 par Sophie, 1 par mon père. J'ai obtenu des déclarations écrites de chacun d'eux, date, description, ce qui avait été dit. Marc avait même un clip de sa sonnette connectée montrant mon père devant sa porte. J'ai tout sauvegardé. Deuxièmement, le faux prêt. Édouard a dit que c'était plus délicat. Que Christophe raconte à la famille que je lui devais 15 000 € était théoriquement de la diffamation, mais poursuivre son frère pour une rumeur familiale n'est pas pratique. Ce qui importait, c'était de s'assurer que le mensonge ne pourrait pas être utilisé contre moi dans un futur contexte juridique ou financier. J'ai donc rassemblé tous les documents depuis la création de mon entreprise. Le prêt de la coopérative de crédit, les relevés bancaires, les fiches de paie de la quincaillerie, la chronologie. J'avais une trace écrite qui prouvait, au centime près, comment j'avais financé ma start-up. Personne nommé Christophe n'apparaissait nulle part. Édouard a préparé une déclaration sous serment pour moi. Si l'histoire du prêt fictif devenait un jour un problème juridique, j'avais les documents pour y mettre fin immédiatement. Troisièmement, le crédit immobilier. C'était le plus difficile. Édouard a expliqué mes options clairement. J'étais le détenteur légal de la créance. Mes parents étaient en défaut. Je pouvais engager une procédure de saisie immobilière, ce qui serait laid, public et définitif. Je pouvais vendre la créance à un autre gestionnaire et m'en laver les mains, mais alors quelqu'un d'autre procéderait probablement à la saisie. Ou je pouvais contacter mes parents directement, révéler que je détenais la créance et essayer de négocier une modification. Il y a une 4e option, a dit Édouard. Vous ne faites rien. Vous vous asseyez dessus. Mais vous devez savoir qu'en tant que détenteur de la créance, vous avez un devoir fiduciaire envers le portefeuille. Si vous ignorez sélectivement un prêt en défaut parce que ce sont vos parents et que vos investisseurs ou partenaires le découvrent, c'est un problème. Il avait raison. Je ne pouvais pas simplement faire semblant de ne pas savoir. Je lui ai dit que je voulais attendre. Pas éternellement, juste jusqu'à ce que je comprenne la situation dans son ensemble. Pourquoi mes parents étaient-ils si endettés? Je savais que les refinancements étaient allés à Christophe, mais je voulais comprendre la mécanique. Faisait-il des paiements du tout? Savait-il à quel point la situation était grave?
Le bureau d'Édouard a extrait l'historique des paiements des dossiers du gestionnaire. Mes parents n'avaient pas effectué de paiement complet du crédit immobilier depuis 7 mois. Ils avaient effectué quelques paiements partiels, 200 € ici, 100 € là, mais ils étaient loin d'être à jour. Le compte séquestre était vide. Les taxes foncières étaient en retard de 2 trimestres. Et voici ce qui m'a serré la poitrine, ils continuaient à donner de l'argent à Christophe. Même alors qu'ils étaient en défaut sur leur propre crédit immobilier, j'ai trouvé des preuves de transfert vers le compte de Christophe aussi récemment qu'il y a 2 mois. 3 500 €, puis 2 800 €. Ils choisissaient littéralement de financer la vie de Christophe plutôt que de garder leur propre maison. Je n'ai rien dit à personne, sauf à Marion et oncle Gilles. Gilles a juste secoué la tête et a dit, « Ta mère se mettrait le feu pour garder Christophe au chaud. » Pendant ce temps, je continuais à me présenter. C'est la partie que les gens ne comprennent pas. Je n'ai pas disparu. Je ne les ai pas coupés. Je suis allé au dîner d'anniversaire de ma mère en août. J'ai apporté des fleurs. Je me suis assis à table et j'ai écouté Christophe parler de son nouveau projet au travail et Sophie parler de la rénovation de leur cuisine. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai posé des questions polies. Et pendant tout ce temps, je savais que la cuisine qu'ils rénovaient était payée avec de l'argent qui aurait dû servir à garder la maison de mes parents. Christophe m'a pris à part à la fin de la soirée. C'était la première fois qu'il me parlait en tête-à-tête depuis des mois. Il a posé sa main sur mon épaule, ce qu'il ne fait que lorsqu'il est sur le point d'être condescendant, et a dit, « Eh, pas de rancune pour le barbecue, n'est-ce pas ?» Maman ne voulait pas dire ça. Bien sûr, ai-je dit. Pas de rancune. Bien, parce que j'y ai réfléchi. Et ne le prends pas mal, mais as-tu déjà envisagé une carrière plus stable? Je pourrais probablement te trouver quelque chose dans mon cabinet. Niveau débutant, mais c'est un pied à l'étrier. Je l'ai regardé. C'était un homme qui était noyé sous les dettes, qui saignait nos parents à blanc et qui envoyait sa femme faire peur à mes locataires pour les faire partir, et il me proposait un poste de débutant. J'apprécie, ai-je dit. J'y réfléchirai. Il a souri comme s'il venait de me rendre le plus grand service de sa vie. Je suis rentré chez moi et j'en ai parlé à Marion. Elle a ri. Pas un rire méchant, plutôt un rire de fatigue, on n'invente pas ça. Il ne sait vraiment pas, n'est-ce pas, a-t-elle dit. Aucun d'eux ne sait. Et c'était vrai. Mes parents ne savaient pas que je détenais leur crédit immobilier. Christophe ne savait pas que son style de vie était sur le point de s'effondrer. Sophie ne savait pas que j'avais des déclarations des locataires qu'elle avait harcelés. Ils pensaient tous qu'ils gagnaient. Ils pensaient que Benoît était toujours le raté de la famille, faisant toujours ça, petite affaire de location, toujours à un mauvais mois de l'abandon. Les 2 mois suivants furent calmes. J'ai gardé la tête basse, j'ai fait mes tournées dans mes propriétés, j'ai réparé une chaudière dans un immeuble, j'ai peint 2 logements dans un autre. Des choses normales. Marion et moi sommes allés à un concert. J'ai aidé oncle Gilles à refaire le câblage de ses lumières de garage. Puis en octobre, j'ai reçu un email de Christophe. Il était envoyé à moi, à mes parents et à oncle Gilles. L'objet était « Réunion de famille, discussion financière importante ». Le corps de l'email contenait 3 paragraphes de jargon d'entreprise qui disaient en gros, Christophe voulait organiser une réunion de famille pour s'aligner sur des objectifs financiers communs et explorer des opportunités de consolidation d'actifs au sein de la famille. Oncle Gilles m'a appelé 20 minutes après l'envoi de l'email. Tu vois ces inepties? Oui, il veut tes propriétés, Benoît. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai relu l'email. Puis j'ai regardé le dossier sur mon bureau. Puis j'ai dit, je vais à la réunion. Gilles est resté silencieux une seconde. Puis il a dit, tu veux de la compagnie? Absolument. La réunion était fixée au premier samedi de novembre. Chez Christophe, formel. Il a même envoyé un email de suivi avec un ordre du jour. J'ai imprimé l'ordre du jour et je l'ai posé à côté du dossier du crédit immobilier, des déclarations des locataires, de l'attestation et des registres de l'entreprise. Puis j'ai appelé Édouard et je lui ai dit de tout préparer. Le matin de la réunion, Marion m'a regardé m'habiller depuis l'encadrement de la chambre. Je mettais une chemise à col, ce que je ne porte presque jamais, et elle a dit, on dirait que tu vas à une déposition. Presque, ai-je dit. Elle s'est approchée et a redressé mon col. Ça va?
Je crois que oui. Tu n'es pas obligé de faire ça aujourd'hui. Tu peux attendre. Si j'attends, Christophe va creuser le trou plus profondément, et maman et papa vont l'aider. Elle a hoché la tête. Puis elle a dit, ne sois pas cruel. Cela m'est resté en tête pendant tout le trajet. Oncle Gilles m'a rejoint dans l'allée de Christophe. Il portait sa bonne chemise en flanelle, celle sans peinture, et il avait une thermos de café. Il a regardé le dossier sous mon bras et a dit, combien de ça as-tu l'intention d'utiliser? Ça dépendra de la tournure de la conversation. Donc, tout. J'ai presque souri. La maison de Christophe et Sophie était exactement ce à quoi on s'attendait. Grande maison bourgeoise, jardin paysager, une couronne sur la porte, même s'il était à peine novembre. À l'intérieur, la rénovation de la cuisine était terminée. Nouveau plan de travail, nouvelle crédence, lumière suspendue. Mes parents étaient déjà assis à la table de la salle à manger. Ma mère avait une tasse de thé. Mon père lisait quelque chose sur son téléphone. Sophie nous a accueillis à la porte avec la chaleur d'une concierge d'hôtel. Tellement contente que vous ayez pu venir tous les deux. Café? Oh. Je vais bien, ai-je dit. Oncle Gilles a brandi sa thermos. J'ai le mien. Christophe se tenait au bout de la table avec un ordinateur portable ouvert et ce qui, je le jure, était un support de présentation imprimé. Il avait distribué des copies à chaque siège comme s'il s'agissait d'une réunion de conseil d'administration. Nous nous sommes assis. Christophe a commencé sans attendre. Merci d'être venu, tout le monde. Je sais que nous ne faisons pas ça assez souvent en famille, et je pense qu'il est important de commencer à être plus intentionnel quant à notre avenir commun. Il a cliqué sur la première diapositive. C'était un diagramme circulaire intitulé « Aperçu des actifs familiaux ». Il incluait la maison de mes parents, estimée à 350 000 €, ce qui était généreux. Et puis, incroyablement, il incluait mes propriétés locatives. Mes propriétés listées par adresse avec des valeurs estimées. J'ai regardé oncle Gilles. Il me regardait déjà. Christophe a continué, ce que je propose, c'est une structure de fiducie familiale. Nous consolidons les actifs clés sous un même parapluie, nous réduisons l'exposition fiscale et nous créons une stratégie d'investissement unifiée. Papa, maman, vous approchez de la retraite. Benoît, vos propriétés génèrent des revenus, mais elles sont fragmentées et non gérées du point de vue de la gouvernance d'entreprise. Elles sont très bien gérées, ai-je dit. Christophe a souri. Je suis sûr qu'elles le sont, mais imaginez ce qu'elles pourraient faire avec une véritable infrastructure financière derrière elles. Je parle de gestion immobilière professionnelle, de structuration en SARL appropriée, peut-être même d'une ligne de crédit sur le portefeuille pour de futures acquisitions. C'est là que ça devient fou. Il proposait littéralement que je lui cède la propriété de mes biens à une fiducie familiale, une fiducie qu'il gérerait. Il a habillé cela de jargon financier, mais la structure était claire. Christophe serait le fiduciaire. La maison de mes parents et mes immeubles locatifs iraient tous dans le même pot, et Christophe contrôlerait le pot. Je l'ai laissé parler. Je voulais voir jusqu'où il irait. Il est allé loin. Il a sorti des rendements projetés. Il avait un plan sur 5 ans. Il avait même une section intitulée « Planification de la succession » qui le positionnait comme l'intendant financier de la famille à l'avenir. Quand il a finalement cessé de parler, mon père s'est raclé la gorge et a dit « Je pense que cela a beaucoup de sens. Christophe gère nos finances depuis un certain temps maintenant, et il sait ce qu'il fait. » Ma mère a hoché la tête. Ce serait bien d'avoir tout sous un même toit. Et Benoît, comme ça, tu aurais un vrai soutien derrière toi. J'ai regardé ma mère. Un vrai soutien, chérie. Tu sais ce que je veux dire? Quelqu'un avec de l'expérience. J'ai failli ouvrir le dossier à ce moment-là, mais j'ai attendu. Je voulais d'abord poser une question. Christophe, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Quel est le solde actuel du crédit immobilier sur la maison de papa et maman? Le silence s'est fait dans la pièce. Christophe a cligné des yeux. Il faudrait que je vérifie le chiffre exact. Environ? Je pense que c'est environ 200, peut-être 220. C'était 340 000 €. Soit il ne savait pas, soit il mentait. D'après la façon dont ses yeux ont bougé, je parierais sur le mensonge.
Et le paiement mensuel, sont-ils à jour? Mon père s'est agité sur sa chaise. Ce n'est pas vraiment pertinent par rapport à ce que Christophe propose. C'est tout à fait pertinent. Vous me demandez de mettre mes actifs dans une fiducie avec les vôtres. J'ai besoin de connaître la santé financière des autres actifs du pool. Personne n'a rien dit. Ma mère a fixé son thé. Christophe a refermé son ordinateur portable à moitié. J'ai regardé oncle Gilles. Il m'a fait le plus petit des hochements de tête. J'ai ouvert le dossier. Je vais partager certaines choses avec vous et j'ai besoin que tout le monde me laisse finir avant de répondre. J'ai sorti le premier document, une impression du résumé du crédit immobilier. Maman, papa, votre maison a un solde de crédit immobilier de 340 000 €. La propriété vaut environ 290 000 €, au mieux. Vous avez 7 mois de retard sur les paiements. Votre compte séquestre est vide. Vos taxes foncières sont en souffrance. Vous avez refinancé 3 fois au cours des 7 dernières années et retiré plus de 265 000 € de capitaux propres. Le visage de ma mère est devenu blanc. Mon père a posé son téléphone. Christophe a dit, « Où as-tu obtenu ça ?» Je l'ai regardé. Il y a 8 mois, mon entreprise a acquis un portefeuille de créances immobilières en difficulté auprès d'une banque régionale. 43 prêts. Le crédit immobilier de vos parents était le dossier numéro 31. Le silence dans cette pièce était quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était un silence de colère. C'était le silence de personnes réalisant que le sol qu'elles foulaient avait disparu depuis longtemps et qu'elles ne faisaient que le découvrir. Christophe a été le premier à se reprendre. Tu ne peux pas juste. C'est un conflit d'intérêts. Tu ne devrais pas détenir le crédit immobilier de nos parents. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai travaillé avec mon avocat pour trouver la voie la plus éthique à suivre. Mais avant d'en arriver là, j'ai encore quelque chose à partager. J'ai sorti les déclarations des locataires, 4 pages, date, nom, description. Au cours des derniers mois, des personnes associées à cette famille ont rendu visite à mes locataires, leur disant que les immeubles étaient vendus, leur disant de déménager. Un locataire a failli rompre son bail parce que papa s'est présenté à sa porte et lui a dit de commencer à chercher un nouvel appartement. J'ai posé la capture d'écran de la sonnette connectée sur la table. Mon père l'a fixée. C'est de l'interférence délictuelle. C'est du harcèlement, et cela m'a presque coûté un locataire payant. Sophie s'est levée. Je pense que nous devrions faire une pause. Asseyez-vous, Sophie. Elle s'est assise. J'ai sorti le dernier document, l'attestation et les registres de l'entreprise. Et encore une chose, Christophe a dit à la famille qu'il m'avait prêté 15 000 € pour démarrer mon entreprise. J'ai une déclaration sous serment et des registres financiers complets depuis la création de mon entreprise. Chaque euro est comptabilisé. Christophe n'a pas contribué d'un seul centime. Pas un. J'ai posé l'attestation sur la table à côté du résumé du crédit immobilier et des déclarations des locataires. Donc, non, je ne mettrai pas mes propriétés dans une fiducie familiale gérée par Christophe. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Puis mon père a dit la seule chose honnête qu'il ait dite depuis des années, je pense, à quel point est-ce grave, Benoît ? La maison. À quel point est-ce vraiment grave? Je l'ai regardé et pour la première fois depuis le barbecue, je n'ai pas ressenti de colère. Je me suis juste senti fatigué. C'est grave, papa. Et nous devons parler de pourquoi. Ce qui a suivi fut la conversation la plus honnête que ma famille ait jamais eue. Ce fut aussi l'une des pires nuits de ma vie. Mon père n'arrêtait pas de poser des questions pratiques, ce qui m'a surpris. Quel était le retard exact? Quelles étaient les pénalités? Que se passait-il s'ils ne pouvaient pas rattraper leur retard? Il n'était plus sur la défensive. Il avait peur. Ma mère pleurait. Pas de manière dramatique, juste doucement, comme quelqu'un qui avait tenu le coup pendant des années et qui lâchait enfin prise. Elle n'arrêtait pas de dire, nous ne savions pas que c'était si grave. Nous ne savions pas. Et peut-être qu'ils ne savaient pas. Peut-être que Christophe avait géré leurs factures et les avait rassurés en leur disant que tout allait bien. Ou peut-être qu'ils savaient et ne pouvaient simplement pas y faire face. Quoi qu'il en soit, les chiffres ne mentaient pas. Christophe est resté silencieux pendant longtemps. Il était assis, son ordinateur portable fermé et ses mains à plat sur la table.
Sophie était à côté de lui, les bras croisés, la mâchoire serrée. Elle n'avait pas dit un mot depuis que je lui avais dit de s'asseoir. Oncle Gilles était assis dans le coin, sirotant sa thermos. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa seule présence était suffisante. Il était le témoin, l'honnête, le membre de la famille qui n'avait jamais menti à aucun d'entre nous. Finalement, Christophe a parlé, j'essayais de les aider. J'ai laissé cela planer un instant. Les aider? Comment, Christophe? Tu leur as pris 265 000 €. Tu les as utilisés pour ton apport, pour la voiture de Sophie, pour cette start-up qui a fait faillite en 8 mois, pour ton programme exécutif. Tu as pris leurs capitaux propres, et quand ils ont été épuisés, tu les as laissés refinancer à nouveau pour que tu puisses prendre plus. Ils offraient à chaque fois. Ils offraient parce que tu leur faisais croire que tu en avais besoin et parce que tu leur faisais croire que c'était un investissement dans l'avenir de la famille, mais il n'y a pas de retour sur investissement. Christophe, il n'y a jamais eu de plan de remboursement. Il a regardé la table. Sophie s'est agitée sur son siège. Je pouvais dire qu'elle voulait dire quelque chose. Probablement quelque chose sur le fait que tout était plus compliqué que je ne le faisais paraître, mais elle ne l'a pas fait. Mon père s'est frotté le visage avec les 2 mains. Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu vas saisir? C'était le moment que je craignais, parce qu'une partie de moi, une petite partie mesquine, très humaine, voulait dire oui. Voulait leur faire sentir ce que c'était de perdre quelque chose. D'être l'embarras de la famille sans rien à montrer. Mais ce n'est pas qui je suis. Et la voix de Marion était toujours dans ma tête, ne sois pas cruel. Non, ai-je dit, je ne saisis pas. Ma mère a levé les yeux. J'ai travaillé avec mon avocat pour rédiger un accord de prêt modifié. Je restructure le crédit immobilier à un taux que vous pouvez réellement vous permettre. Un paiement mensuel inférieur, un terme prolongé, aucune pénalité pour les mois manqués. Ceux-ci sont reportés à la fin, mais il y a des conditions. J'ai énoncé les termes, 3 d'entre eux. Premièrement, tous les transferts financiers vers Christophe cessent immédiatement. Plus d'argent, plus de cadeaux déguisés en prêt. Rien. Si Christophe a besoin d'argent, Christophe le gagne lui-même. Deuxièmement, le harcèlement des locataires prend fin définitivement. Si quiconque associé à cette famille contacte l'un de mes locataires, mes employés ou quiconque lié à mon entreprise pour une raison autre que d'être un client payant, j'impliquerai mon avocat. Pas d'avertissement, pas de seconde chance. Troisièmement, et c'est ce qui a frappé le plus fort. Plus de comparaisons publiques, plus de routine de l'enfant prodige, plus de « Benoît est né pour nous embarrasser ». Je ne leur demandais pas de me louer. Je leur demandais de cesser de m'utiliser comme la cible des blagues de Christophe. Ma mère a immédiatement hoché la tête. Mon père a pris plus de temps mais a finalement accepté. Christophe n'a pas répondu. Il est resté assis là, fixant la table comme un homme regardant toute son identité se désagréger. Sophie a finalement parlé. C'est humiliant. Oncle Gilles, qui n'avait pas dit un mot de toute la réunion, s'est penché en avant et a dit, l'humiliation, ce serait d'expliquer aux voisins pourquoi un camion de déménagement est arrivé parce que vos beaux-parents ont perdu leur maison. Alors c'est leur donner une porte de sortie. Je la prends. Le silence est revenu dans la pièce. Puis Christophe s'est levé et a dit, j'ai besoin d'air. Il est sorti par la porte arrière et est resté dans le jardin pendant environ 20 minutes. Sophie l'a suivi. Pendant qu'ils étaient dehors, ma mère a traversé la table et a posé sa main sur la mienne. Je suis désolé, Benoît. Je n'ai pas dit que c'était acceptable parce que ce n'était pas le cas. J'ai juste hoché la tête. Je ne sais pas quand nous avons commencé à penser que Christophe était le seul qui comptait, a-t-elle dit. Mais je sais que ce n'était pas juste. Non, ai-je dit, ce n'était pas juste. Mon père ne s'est pas excusé. Pas ce jour-là. Il m'a serré la main quand je suis parti et il l'a tenue un peu plus longtemps que d'habitude et je pense que c'était le plus près qu'il pouvait arriver. Le trajet de retour a été silencieux. Oncle Gilles m'a suivi dans son pick-up et nous sommes restés dans mon allée quelques minutes. Il a dit, tu as fait la bonne chose. Pas la chose facile, mais la bonne chose. Ça n'en a pas l'air. Ça le sera. Il est parti et je suis rentré. Marion avait préparé le dîner. Rien de spécial. Juste des pâtes et de la salade.
Elle m'a demandé comment ça s'était passé et je lui ai tout raconté. Elle a écouté, a rempli mon verre d'eau, et quand j'ai eu fini, elle a dit « Je suis fière de toi ». Cela m'a frappé plus fort que tout le reste ce jour-là. Alors, voici où en sont les choses maintenant. Cela fait environ 8 mois depuis la réunion. Mes parents ont signé l'accord de prêt modifié. Ils ont effectué tous les paiements à temps. Ma mère a en fait trouvé un emploi à temps partiel dans une librairie, ce qu'elle dit aimer plus qu'elle ne l'avait imaginé. Mon père a commencé à tondre les pelouses dans le quartier pour de l'argent supplémentaire, ce qui aurait été impensable pour lui il y a un an. Ils ne sont pas à l'aise, mais ils sont stables. Christophe et Sophie ont vendu leur maison. Ils devaient le faire. Une fois que l'argent de mes parents a tari, les chiffres ne fonctionnaient plus. Ils ont déménagé dans un logement loué, ce qui, oui, j'apprécie l'ironie, dans un quartier moins cher de la ville. Christophe travaille toujours dans la finance d'entreprise, mais il est resté discret à ce sujet. Plus de tours d'honneur. Plus de grandes annonces. Sophie a supprimé ses réseaux sociaux, ce qui est peut-être le détail le plus révélateur de tous. Christophe et moi ne nous parlons pas. Pas à la suite d'une grande querelle dramatique. Il n'y a pas eu de cri. Pas de porte qui claque. Nous avons juste arrêté. Il ne m'appelle pas. Je ne l'appelle pas lors des événements familiaux. Nous sommes cordiaux. Nous nous disons bonjour. Nous ne nous asseyons pas ensemble. Je pense qu'il est gêné. Et je pense qu'une partie de lui sait que ce que j'ai fait était généreux, mais je pense aussi qu'il ne le dira jamais à voix haute. Oncle Gilles vient tous les 2 week-ends pour le dîner. Lui et Marion s'entendent très bien. Ils se disputent à propos du baseball et des vieux films, et c'est la chose la plus chaleureuse au monde. Mon entreprise va bien, mieux que bien, en fait. J'ai ajouté 2 autres propriétés cette année. Marc, le locataire qui a failli déménager à cause de mon père, a renouvelé son bail pour 2 ans de plus. Je lui ai donné un nouveau lave-vaisselle. Il ne l'a pas demandé. J'ai juste pensé qu'il l'avait mérité. Mes parents et moi sommes prudents l'un avec l'autre. C'est la façon la plus honnête de le dire. Nous ne sommes pas guéris. Nous ne sommes pas une grande famille heureuse, mais ma mère m'a envoyé un SMS pour mon anniversaire qui disait « Je suis fier de l'homme que tu es ». J'aurais dû dire ça il y a longtemps. Et mon père m'a appelé le mois dernier pour me demander comment réparer un robinet qui fuyait, ce qui ne semble pas grand-chose, mais pour mon père, me demander de l'aide est pratiquement une lettre d'amour. Je ne sais pas si nous serons un jour proches. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je ne suis plus en colère. Je n'essaie plus de prouver quoi que ce soit. J'ai mon travail, mes propriétés, Marion, oncle Gilles et une vie que j'ai construite de mes propres mains. Personne ne me l'a donnée. Personne ne l'a financée. Personne ne l'a cautionnée. Et personne ne peut me l'enlever. J'ai vu un commentaire sur un forum en ligne une fois qui disait quelque chose comme « La meilleure vengeance est une vie bien vécue ». Je trouvais ça ringard, mais je comprends maintenant. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de construire quelque chose de réel et de refuser de laisser qui que ce soit vous convaincre que ça ne compte pas. Alors oui, c'est mon histoire. Merci de l'avoir lu.